C'est toi que grand-mère aimait le plus. À partir de maintenant. Elle est sous ta responsabilité. Ce furent les derniers mots que mon père m'adressa avant d'abandonner sa propre mère sur le pas de ma porte. Je m'appelle Bethany. J'ai 29 ans et je mène une vie indépendante à Philadelphie. Mais cette glaciale soirée d'hiver a complètement fait basculer ma réalité. Un SUV de luxe s'est arrêté brusquement dans mon allée. Mes parents ont sorti un lourd fauteuil roulant du coffre. Ma grand-mère y était affalée, pâle et luttant pour respirer. Sans même entrer, mon père a poussé le fauteuil sur le perron. Il a débité des excuses rapides sur son emploi du temps professionnel chargé, déclarant qu'il ne pouvait plus s'occuper d'elle et m'ordonnant strictement de prendre le relais. Avant que je ne puisse l'interroger sur son état de santé, ma mère a claqué la portière passager. Le moteur a rugi et le SUV a démarré en trombe dans la nuit. Ils n'ont absolument rien laissé derrière eux. Aucun dossier médical, aucun contact d'urgence, et pas une seule pilule. Je suis resté seul sur le perron glacé avec une fragile vieille femme qu'ils venaient de jeter. Comme une ordure. 6 mois ont passé. Ils ne se sont jamais enquis d'elle, pas une seule fois. Ils n'avaient aucune idée que la veille de son décès, grand-mère presserait une petite clé en laiton dans ma paume et murmurerait. Quand je ne serai plus là, ouvre la boîte. Et ils n'avaient certainement aucune idée que ce que je trouverais à l'intérieur détruirait totalement leur vie arrogante. Bienvenue dans Mode Vengeance. Avant de plonger dans la choquante vérité cachée dans cette boîte en bois, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à vous proposer chaque semaine d'autres histoires satisfaisantes de trahison et de revanche ultime. Maintenant, voyons ce qui s'est réellement passé. Le lendemain matin, alors que j'écrasais les médicaments contre la tension artérielle de ma grand-mère dans la cuisine, le téléphone a sonné. J'ai pressé le dos d'une lourde cuillère en métal contre le petit comprimé blanc dans un bol en céramique. Le médicament s'est brisé en une fine poudre. Mon téléphone portable a vibré sur l'îlot de cuisine en granit. Le nom de Katrina est apparu à l'écran. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, j'ai pris l'appareil et j'ai répondu à l'appel, en mettant le haut-parleur. As-tu soumis ta demande de congé d'urgence au service ? A demandé Katrina. Je l'ai envoyé il y a 1 heure, ai-je répondu. J'ai versé exactement 6 centilitres d'eau tiède dans le bol. J'ai remué le médicament en poudre jusqu'à ce qu'il se dissolve complètement. J'ai demandé un congé pour raison familiale. J'ai juste besoin que le responsable approuve les documents d'ici demain matin. Je n'arrive toujours pas à comprendre la situation, a dit Katrina. Est-ce que ton père a au moins proposé de payer un soignant professionnel ? Il dirige une entreprise de construction prospère. Il a certainement les moyens d'embaucher une infirmière de nuit. Il n'a rien laissé, ai-je déclaré, gardant les yeux fixés sur le bol. Il n'a laissé aucune instruction, aucun dossier médical. Et pas un seul dollar. Ils ont juste laissé son fauteuil roulant sur le perron et sont partis. Mentionner mes parents m'a rappelé un souvenir. Plusieurs mois auparavant, j'avais passé un week-end entier à installer un système de sécurité haut de gamme dans leur maison. Mon père voulait surveiller le périmètre. Mais j'avais aussi placé une caméra dans le salon principal à sa demande spécifique. Il voulait garder un œil sur leur nouvelle femme de ménage. Je me suis approché de la table et j'ai pris mon iPad. Attends une seconde, Katrina, ai-je dit. J'ai appuyé sur l'icône de l'application de sécurité. L'écran a tourné pendant quelques secondes avant de se diviser en une grille de vue. J'ai appuyé sur la section intitulée Salon principal. La vidéo en direct a chargé un instant. Puis s'est affichée en haute définition et en couleur nette. La pièce à l'écran était remplie de monde. La grande cheminée en pierre crépitait en arrière-plan, projetant de longues ombres. 6 personnes se tenaient autour de la table basse en chaîne sur mesure. J'ai immédiatement reconnu les invités. C'étaient des membres du club VIP, le country club exclusif que fréquentaient mes parents.
Mon père se tenait au centre de la pièce, un verre en cristal à pied tenant du vin rouge foncé. Il portait un costume sur mesure gris anthracite et semblait totalement détendu. Ma mère se tenait à côté de lui dans une robe de soirée sombre, tenant un plateau en argent d'amuse-bouche. Elle naviguait parmi le groupe, proposant de la nourriture à chaque personne. J'ai fait glisser mon index sur l'écran pour monter le volume. Le flux audio capturait le brouhaha de la pièce, le crépitement du feu et le tintement aigu des verres en cristal contre la table. Mon père a levé son verre, attirant l'attention immédiate de ses invités. Il a fixé le groupe avant de prendre la parole. Un toast, a dit mon père. Sa voix résonnait clairement à travers le haut-parleur de l'iPad. À un changement de rythme bien mérité. Plus personne n'a à s'adapter à un emploi du temps de soins médicaux. Un homme debout à sa droite a laissé échapper un court rire. Il a levé son propre verre vers mon père. Tu es enfin libre. Il était temps. Ma mère s'est avancée, offrant le plateau en argent à l'homme. Elle a haussé les épaules d'un geste désinvolte. Bethany s'est portée volontaire pour la partie difficile, a-t-elle ajouté sans hésitation. Au téléphone. Katrina a poussé un hoquet de surprise. Ont-ils vraiment dit ça? A-t-elle demandé. Sa voix montant d'un ton. Ils l'ont déposé sur ton perron hier soir et sont rentrés chez eux boire du vin avec leurs amis. Je n'ai pas répondu à Katrina. Je n'ai pas crié sur l'écran. J'ai juste fixé les visages souriants sur l'affichage. J'ai regardé mon père prendre une longue gorgée de son vin, riant d'une autre remarque de son ami. J'ai tendu la main et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation de l'iPad. L'écran est devenu noir instantanément, coupant le son de leur voix. Je dois te laisser, Katrina, ai-je dit doucement. J'ai appuyé sur le bouton pour mettre fin à l'appel. J'ai pris le bol de médicaments dissous et un autre bol de bouillie chaude. Je suis sorti de la cuisine. J'ai poussé la porte de la chambre avec mon épaule et j'ai tiré une chaise en bois juste à côté du lit. Je me suis assise et je me suis concentré entièrement à porter la cuillère à la bouche de ma grand-mère. 6 mois ont passé. Une tempête de neige massive s'est abattue sur la ville de Philadelphie au milieu du mois de décembre. Le vent battait les murs extérieurs de la maison, faisant trembler les vitres de la fenêtre de la chambre. La neige s'accumulait contre le rebord de la fenêtre, masquant les réverbères de la rue. À l'intérieur de la pièce, le thermostat indiquait 20 degrés Celsius. Je me tenais assise sur la chaise en bois à côté du lit, observant le soulèvement et la retombée de la couverture. L'horloge numérique sur la table de chevet affichait 2h15 du matin. Ma grand-mère était allongée à plat sur le dos. Sa respiration s'est transformée en halètement rapide et superficiel. Chaque inspiration produisait un sifflement aigu. Sa poitrine se soulevait de manière saccadée. Je me suis levé de la chaise et j'ai marché jusqu'à la commode. J'ai pris mon téléphone portable et j'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran a éclairé le coin sombre de la chambre. J'ai ouvert l'application téléphone. J'ai fait défiler la liste des contacts et j'ai appuyé sur le nom de mon père pour lui signaler l'urgence médicale. J'ai porté le haut-parleur à mon oreille. La ligne s'est connectée. Elle a sonné une seule fois avant qu'un déclic sec ne coupe la tonalité. Le répondeur automatique s'est mis en marche immédiatement. Vous avez joint Paul. Veuillez laisser un message. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Je n'ai pas attendu le bip. Je n'ai pas laissé de message vocal. J'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel. J'ai posé le téléphone face contre la surface en bois de la commode et je suis retourné vers le lit. Ma grand-mère a bougé sur le matelas. Le frottement des couvertures a froissé le silence de la pièce. Ses paupières ont tremblé et se sont ouvertes. Elle a tourné la tête lentement, fixant son regard sur moi. Elle a levé le bras droit du matelas. Sa main est restée suspendue dans l'air, son index se recourbant vers l'intérieur pour me faire signe d'approcher. Je me suis penché en avant,
posant mes avant-bras sur le bord du lit. J'ai placé ma tête à quelques centimètres de son visage, attendant qu'elle parle. Elle n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a baissé le bras et a porté sa main au col de sa chemise de nuit en flanelle à boutons. Ses doigts se sont accrochés au tissu. Elle a glissé ses doigts sous l'encolure, atteignant sa poitrine. Elle a saisi une fine chaîne d'argent cachée sous ses vêtements. Dans un sursaut de force physique, elle a tiré la chaîne vers le haut. Une petite clé en laiton terni est apparue sous le col. Elle a saisi la clé entre son pouce et son index. Elle a tiré fort, brisant le fragile fermoir en argent du collier. Elle a tendu son bras tremblant vers moi. J'ai ouvert la main droite et l'ai tenue à plat au-dessus du matelas. Elle a pressé sa main contre la mienne et a relâché sa prise. La petite clé en laiton est tombée au centre de ma paume. J'ai refermé mes doigts sur le métal. Il portait encore la chaleur de son corps. Elle a rabaissé son bras le long de son corps. Sa poitrine s'est dilatée tandis qu'elle aspirait un long souffle rauque. Elle a avalé sa salive, se raclant la gorge. Bethany, a murmuré ma grand-mère. Le son s'élevait à peine au-dessus du bruit du vent frappant la fenêtre. Je t'écoute. Ai-je répondu. Quand ils emporteront mon corps, a-t-elle dit, s'arrêtant pour reprendre son souffle. Sa voix a déraillé, mais les mots sont restés clairs. Prends cette clé. Va à l'entrepôt délabré. Trouve la vieille valise en cuir. Utilise cette clé pour ouvrir la boîte en bois qui se trouve à l'intérieur. J'ouvrirai la boîte. Ai-je dit. Ma grand-mère a soutenu mon regard. Lentement, la tension a quitté les muscles de son visage. Ses paupières se sont abaissées, lui couvrant les yeux à moitié. Sa tête a penché vers la droite, reposant lourdement contre la taie d'oreiller blanche. Sa poitrine s'est soulevée une dernière fois, aspirant une vive bouffée d'air. Elle a relâché son souffle dans une longue expiration continue. Ses épaules se sont enfoncées dans le matelas. Le sifflement s'est arrêté complètement. Sa poitrine a cessé de bouger. J'ai tendu la main et j'ai placé 2 doigts sur le côté de son cou, juste sous la mâchoire. En appuyant légèrement contre sa peau. J'ai regardé la trotteuse de ma montre tourner sur le cadran. J'ai attendu 60 secondes complètes. Je n'ai senti aucun pouls sous mes doigts. J'ai retiré ma main et j'ai remonté la épaisse couverture en coton jusqu'à ses épaules. En lissant le tissu. Je me suis réinstallé sur la chaise en bois. Gardant ma main droite fermement fermée sur la clé en laiton. J'ai regardé la fenêtre, observant la lourde neige qui continuait de tomber sur Philadelphie. Le lendemain matin. Au moment exact où le corbillard noir a tourné au coin de la rue pour s'éloigner de la chaussée. Enneigé, j'ai démarré le moteur de ma voiture. Je me suis dirigé directement vers le garde-meuble délabré de ma grand-mère situé à la lisière de la ville. Les pneus crissaient lourdement sur la neige non déblayée. Je me suis garé juste devant la porte en bois dont la peinture s'écaillait. Je suis sorti, j'ai récupéré une clé rouillée dans ma poche et j'ai déverrouillé le loquet en fer. J'ai poussé la porte. L'air à l'intérieur semblait plus froid qu'à l'extérieur. J'ai dépassé des cartons empilés et des meubles recouverts. Dans le coin le plus éloigné, partiellement caché sous une épaisse bâche en plastique, se trouvait une grande valise en cuir vintage. J'ai saisi la poignée usée et j'ai traîné la valise sur le sol pour l'amener au centre de la pièce. J'ai écarté les fermetures éclairs en laiton rigide, ouvrant les lourds rabats de cuir. À l'intérieur, reposant contre la doublure en tissu décoloré, se trouvait une boîte en acajou ciré. J'ai sorti la boîte. Je l'ai posée sur une caisse en bois solide. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la petite clé en laiton. J'ai glissé la tige métallique dans la serrure et j'ai tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Un déclic sec a résonné dans le garde-meuble silencieux. J'ai poussé le loquet métallique vers le haut et j'ai ouvert le couvercle. L'intérieur de la boîte en acajou était divisé en plusieurs étages sur mesure. Le plateau supérieur en bois contenait des piles de papiers organisés et maintenus par d'épais élastiques. J'ai pris la première pile.
Elle se composait de plusieurs certificats de dépôt. La pile suivante contenait d'authentiques obligations du Trésor américain. En dessous se trouvaient 3 chèques de banque. Un petit compartiment séparé contenait des liasses de billets de 100 $ étroitement liés. J'ai étalé les documents à plat sur la caisse. J'ai pris un stylo et un petit bloc-notes dans mon sac à main. J'ai fait le total des montants inscrits sur les certificats, les obligations, les chèques et l'argent liquide. J'ai calculé la somme finale 2 fois. Le montant total s'élevait à exactement 850 000 $. J'ai rassemblé les documents financiers et je les ai mis de côté. J'ai saisi les rebords en bois du plateau supérieur et je l'ai extrait complètement de la boîte. Le deuxième niveau contenait un seul élément, un épais journal intime relié en cuir. J'ai ouvert la couverture et j'ai feuilleté les pages manuscrites. Un fin marque-page en soie reposait vers le milieu du volume. Je me suis tourné directement vers cette page. L'encre était décolorée mais parfaitement lisible. L'entrée était datée d'il y a exactement 55 ans. J'ai lu les paragraphes ligne par ligne. Ma grand-mère y décrivait une froide promenade nocturne près d'une casse de ferraille industrielle, en périphérie de Philadelphie. Elle expliquait avoir entendu un faible bruit. Chercher à travers les débris coupants et trouver un nourrisson abandonné enveloppé dans une couverture sale. Elle détaillait le processus pour confier le bébé aux autorités et compléter les démarches légales d'adoption. Le nourrisson abandonné qu'elle avait tiré de cette casse glaciale était mon père. J'ai refermé le journal. J'ai soulevé la fine séparation en bois entre le deuxième et le troisième niveau. Une carte rectangulaire blanc cassé reposait au centre de la doublure en velours. Je l'ai prise et j'ai examiné le texte imprimé. On pouvait y lire « Maître Georges, droit des successions et des fiducies. Centre-ville de Philadelphie ». J'ai placé la carte de visite sur le journal. J'ai retiré le plateau doublé de velours, exposant totalement le compartiment le plus profond de la boîte en acajou. Une épaisse enveloppe Kraft reposait à plat contre le bois nu. Je l'ai prise et je l'ai retournée. Un lourd seau de cire rouge sécurisait le rabat arrière. Sur le devant de l'enveloppe, écrite de la main ferme de ma grand-mère, figurait une seule instruction, à n'ouvrir qu'en présence d'un avocat. Je n'ai pas brisé le seau de cire rouge. J'ai ouvert la fermeture éclair de mon grand sac fourre-tout en cuir. J'ai soigneusement placé les documents financiers, le journal intime en cuir, la carte de visite et l'enveloppe scellée à l'intérieur du sac. J'ai refermé la boîte en acajou. Je l'ai remise dans la valise vintage et j'ai refermé les rabats en cuir. Je suis sorti du garde-meuble délabré et j'ai verrouillé le cadenas sur la lourde porte en bois. Je suis remonté dans ma voiture. J'ai posé le sac fourre-tout sur le siège passager et je suis reparti vers la ville. Ce même après-midi, j'ai apporté l'enveloppe scellée et mes documents personnels au cabinet de Maître Georges, dans le centre-ville de Philadelphie. Je me suis garé dans le parking souterrain et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage. La réceptionniste m'a dirigé le long d'un couloir vers un vaste bureau d'angle. Maître Georges était assis derrière un imposant bureau en acajou. Il s'est levé, a ajusté sa veste de costume et a désigné un fauteuil en cuir juste en face de lui. Je m'avance, je m'assieds et je pose mon sac fourre-tout sur le sol, à côté de mes pieds. J'ai plongé la main dans le sac. J'ai récupéré l'enveloppe Kraft au seau de cire rouge et je l'ai posée bien à plat au centre de son bureau. Maître Georges n'a pas tendu la main vers l'enveloppe tout de suite. Il a ouvert un bloc-notes jaune, a pris un stylo en argent et m'a regardé directement. Avant d'ouvrir tout document scellé, Bethany, je dois formellement vérifier votre identité et confirmer le décès de ma cliente. Veuillez me fournir votre pièce d'identité officielle et l'acte de décès original. J'ai ouvert mon sac, sorti mon permis de conduire de Pennsylvanie et l'ai posé sur le bureau. Ensuite, j'ai sorti une pochette en plastique dur contenant l'acte de décès certifié que j'avais obtenu auprès du médecin légiste du comté plus tôt dans la matinée. J'ai tendu le certificat de l'autre côté du bureau. Georges a pris mon permis, vérifiant le nom imprimé et comparant la photographie à mon visage. Il a ensuite pris l'acte de décès.
lisant le sceau en relief et notant la date et l'heure exacte de la disparition de ma grand-mère. Il s'est levé, s'est dirigé vers un scanner posé sur une table basse et a copié les 2 documents. Il m'a rendu les originaux, s'est rassis dans son fauteuil et a enfin ramassé l'enveloppe scellée. Il a ouvert son tiroir supérieur et en a sorti un long coupe-papier métallique plat. Il a glissé la lame affûtée sous le rabat supérieur de l'enveloppe, tranchant nettement le lourd seau de cire rouge. La cire s'est brisée en morceaux qui sont tombés sur le bureau. Il a extrait une épaisse pile de papier juridique plié. Georges a ensuite déverrouillé un classeur situé derrière son bureau. Il a sorti un épais dossier bleu portant le nom légal complet de ma grand-mère. L'a ouvert et a placé le contenu à côté des papiers de l'enveloppe. Il a passé les minutes suivantes à croiser les pages, vérifier les dates et comparer les sceaux notariés dans un silence complet. Après avoir vérifié les documents, Georges a extrait un papier spécifique du milieu de la pile. Il l'a retourné et l'a fait glisser sur le bois ciré vers moi. Lisez ceci attentivement, a-t-il ordonné. J'ai ramassé le lourd papier. En en-tête, le document était identifié comme un billet à ordre juridiquement contraignant. J'ai parcouru les paragraphes dactylographiés. Le document détaillait un emprunt financier massif prélevé directement sur le compte d'épargne retraite de ma grand-mère. Les conditions spécifiaient un calendrier de remboursement strict qui avait clairement été ignoré. J'ai regardé le montant exact imprimé en gras noir, 250 000 $. J'ai déplacé mes yeux vers le bas de la page. Juste au-dessus de la ligne de date, à côté d'un sceau notarié bleu. J'ai vu les signatures distinctes de mon père et de ma mère. Ils avaient signé en tant que co-emprunteurs, s'engageant légalement à rembourser la totalité de la somme. J'ai reposé le billet à ordre sur le bureau. Georges a rassemblé le reste des papiers et a croisé les mains dessus. Votre grand-mère m'a contacté directement peu de temps avant de s'installer chez vous, a-t-il dit. Elle a pris conscience de la manipulation financière et a immédiatement engagé des démarches légales pour protéger ses biens restants. La grande demeure que vos parents occupent actuellement ne leur appartient pas. Votre grand-mère détenait le titre de propriété exclusive du bien. Georges a tapoté la pile de documents juridiques. Elle m'a ordonné de créer une fiducie irrévocable. Elle a transféré l'acte de propriété du manoir entièrement dans cette fiducie, vous désignant comme unique bénéficiaire. Je l'ai regardé tourner la dernière page du document. De plus, a poursuivi Georges en conservant un ton strictly professionnel. Elle a rédigé un nouveau testament parallèlement à la fiducie. Ce document contient une clause d'exhérédation directe. Il prive légalement votre père de tout droit à l'héritage. Il ne reçoit absolument rien de la succession. Cependant, lui et votre mère restent entièrement redevables des 250 000 $ qu'ils ont empruntés. La succession, que vous contrôlez désormais, a le droit légal de recouvrer cette dette dans son intégralité. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement la réalité juridique de la situation. J'ai rassemblé mes copies des documents, les ai rangés dans mon sac et ai fermé la fermeture éclair. Je me suis levé, j'ai serré la main de Maître Georges et je suis sorti du bureau. En quittant le cabinet de Maître Georges, j'ai franchi les lourdes portes doubles en verre et je suis sorti sur le trottoir animé du centre-ville. L'air hivernal m'a immédiatement frappé au visage. J'ai resserré mon manteau autour de mes épaules, traversé la rue et descendu les marches en béton menant au parking souterrain. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête, projetant de longues ombres sur le sol gris. J'ai déverrouillé ma voiture, je suis monté sur le siège conducteur et j'ai fermé la portière, coupant le bruit de résonance du garage. J'ai inséré la clé dans le contact et je l'ai tournée, laissant le moteur tourner pour réchauffer l'habitacle glacial. J'ai mis la main dans mon sac. J'ai sorti mon téléphone portable et je l'ai posé sur la console centrale. J'ai fixé l'écran vide pendant quelques secondes. J'ai déverrouillé l'appareil, ouvert ma liste de contacts et appuyé sur le numéro de mon père. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur, réglant le volume au niveau le plus élevé.
Et j'ai attendu. Le téléphone a sonné une fois, 2 fois. À la 3e sonnerie, la ligne s'est ouverte. Le son d'un match de sport diffusé à la télévision jouait fort en arrière-plan chez lui. Je pouvais entendre le faible bruit de glaçons tintant dans un verre. « Qu'est-ce qu'il y a, Bethany ?» a répondu mon père. Il n'a pas dit bonjour. Sa voix traduisait une vive irritation. Comme si je l'avais interrompu dans quelque chose de très important. Grand-mère est décédée, ai-je déclaré clairement, en gardant une voix totalement neutre. Je n'ai offert aucun détail supplémentaire sur la chronologie ou les circonstances de la tempête de neige. Mon père a expiré bruyamment dans le combiné. Ce son était un lourd soupir d'agacement. Bon, écoute, j'ai un emploi du temps très chargé cette semaine avec l'entreprise, a-t-il dit. Le volume de la télévision en arrière-plan a légèrement augmenté. Je n'ai pas le temps de faire tout ce chemin pour m'occuper de la paperasse. Appelle simplement une entreprise de pompes funèbres locale. Laisse-les gérer le transport et les dispositions de base. Mets les frais sur une carte de crédit et envoie-moi la facture finale plus tard. Je te rembourserai. Les coûts standards. Il s'est interrompu une fraction de seconde. C'est tout ? A-t-il demandé clairement, s'apprêtant à raccrocher pour retourner à son match. Non, ce n'est pas tout, ai-je répondu rapidement, l'arrêtant avant qu'il ne puisse couper la communication. Je me suis adossé au siège conducteur et j'ai regardé droit devant moi vers le tableau de bord. J'ai reçu une notification officielle de son représentant légal, Maître Georges. La télévision en arrière-plan s'est soudainement tue. Mon père a cessé de bouger. Un avocat ? Pourquoi un avocat est-il impliqué ? Maître Georges exige que tous les héritiers légaux soient physiquement présents à la cérémonie funéraire, ai-je expliqué en maintenant un rythme calme et mesuré. Il m'a informé qu'il doit lire officiellement le testament final devant la famille. Il a mentionné la distribution d'un patrimoine financier très important et non divulgué auparavant. Il refuse de procéder au transfert des biens à moins que tu ne sois présent. Un silence absolu a rempli la ligne. Pendant plusieurs longues secondes. Le seul son était le ronronnement sourd de ma voiture et le chauffage soufflant de l'air chaud par les bouches d'aération. Quand mon père a enfin repris la parole, son ton avait complètement changé. L'agacement marqué avait disparu, remplacé par une chaleur doucereuse et accommodante. Il s'est raclé la gorge. Eh bien, a dit mon père, abaissant sa voix dans un registre solennel. En tant que son fils unique. Il est de mon devoir absolu de veiller à ses derniers adieux. Nous ne pouvons pas simplement laisser cela à des inconnus dans une simple entreprise de pompes funèbres. Elle mérite un hommage digne de ce nom. Tu veux l'organiser ? Ai-je demandé. Bien sûr que je vais l'organiser, a-t-il insisté rapidement, le débit de ses mots s'accélérant. Je vais contacter le directeur de la cathédrale Saint-Jude dès maintenant. Nous réserverons la grande salle pour la cérémonie et le salon pour la lecture du testament. Il nous faut un traiteur haut de gamme, des arrangements floraux d'exception, la totale. J'ai entendu un froissement étouffé au haut-parleur alors qu'il se déplaçait dans sa maison. Betty, a crié mon père en arrière-plan, dirigeant sa voix loin du combiné vers ma mère. Betty, viens ici. Prends ton téléphone. Nous devons contacter toute la liste des invités du club VIP. Immédiatement. Pourquoi faire ? La voix de ma mère a faiblement résonné depuis une autre pièce. Dis-leur que nous organisons une grande cérémonie commémorative ce week-end. A hurlé mon père en retour. Dis à tout le monde de mettre ses plus beaux costumes. L'avocat vient pour partager un héritage colossal. Il a ramené le téléphone à sa bouche. Bethany. Ne t'inquiète d'aucune dépense. Je vais m'occuper de tous les détails prestigieux. Assure-toi juste
que l'avocat connaisse l'heure et le lieu exact de la réception. Je lui dirai. Ai-je dit. Parfait, a répondu mon père. Le souffle légèrement court d'anticipation. On se voit là-bas. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai appuyé sur le bouton rouge de l'écran et j'ai raccroché. J'ai ramassé mon téléphone, je l'ai jeté sur le siège passager. J'ai enclenché la vitesse et je suis sorti de la place de stationnement. Le matin des funérailles. La grande salle de la cathédrale Saint-Jude était pleine à craquer d'invités vêtus d'élégantes tenues noires, venues du country club de mes parents. Les bancs en bois étaient totalement occupés des 10 heures. Mon père et ma mère étaient assis ensemble au tout premier rang, tenant des mouchoirs haut de gamme et hochant la tête avec respect en direction de leurs riches amis. Maître Georges a gravi les marches moquettées jusqu'au pupitre en bois. Il a ajusté le pied du micro, a déverrouillé les serrures en laiton de sa mallette en cuir et a sorti l'épais document de la fiducie. Les faibles murmures dans la salle ont cessé instantanément. Je suis ici aujourd'hui pour exécuter officiellement le testament final et la fiducie irrévocable de Virginia, a déclaré Maître Georges. Sa voix résonnait fort dans les haut-parleurs. Il a regardé directement le premier rang. Selon les directives légales strictes établies avant son décès, le titre de propriété de la résidence principale, le manoir, est transféré immédiatement et exclusivement à sa petite-fille, Bethany. Les occupants précédents ne détiennent aucun droit légal sur la propriété. Mon père s'est levé si rapidement que sa chaise en bois a grincé fort sur le sol en marbre poli. Il a pointé un doigt agressif vers le pupitre. C'est totalement invalide, a crié mon père. Il a tourné la tête pour chercher du soutien auprès de ses amis du country club. Je suis son seul fils biologique. Je suis l'héritier direct par le sang. Vous ne pouvez pas légalement contourner un fils biologique au profit d'un petit enfant. J'attaquerai cela au tribunal civil et je contesterai les documents dès demain matin. Maître Georges n'a ni bronché ni haussé la voix. Câlinement. Il a replongé la main dans sa mallette en cuir et en a sorti une autre feuille de papier. Il l'a brandie pour que toute la pièce puisse la voir. Avant de tenter de discuter des droits de succession, a répondu Maître Georges. Nous devons régler le passif exigible de la succession. Je déteins ici même un billet à ordre. Signé. Votre femme et vous avez emprunté exactement 250 000 $ sur son compte de retraite privé. La succession réclame officiellement le remboursement de cette dette aujourd'hui. Vous êtes tenu de rembourser ce montant exact immédiatement. Mon père a croisé les bras fermement sur sa poitrine. Il a laissé échapper un rire moqueur et sonore. Je ne rembourserai pas un seul dollar, a-t-il répliqué en portant sa voix jusqu'aux portes du fond de la cathédrale. Les enfants n'ont aucune obligation de rembourser les dettes de leur mère. C'était de l'argent de famille. Cela m'appartient de toute façon. Je suis sorti de l'allée latérale et j'ai marché lentement vers le centre de l'hôtel. Je me suis arrêté juste à côté du pupitre, côte à côte avec l'avocat. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau. J'ai sorti le certificat d'adoption certifié et j'ai déplié le papier fragile. Tu n'es pas son fils biologique, ai-je dit. Sa voix résonnait clairement dans le micro, coupant net son argument. Tu n'as aucun lien de sang avec quoi que ce soit dans cette pièce. Mon père s'est figé au milieu de sa phrase, ses bras sont retombés lourdement le long de son corps. J'ai baissé les yeux sur le document et j'ai lu le texte officiel à voix haute devant la foule silencieuse. Il y a 55 ans. Elle a trouvé un nourrisson abandonné dans une case de ferraille en périphérie de la ville. Elle a ramené ce bébé chez elle et a signé ses papiers d'adoption exacts. J'ai brandi le certificat bien haut dans les airs. Tu étais un inconnu qu'elle a choisi de sauver. Une vague de murmures sourds s'est propagée à travers les bancs en bois. Les invités de l'élite ont bougé inconfortablement sur leur siège, fixant directement mon père. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti.
Son visage a perdu toutes ses couleurs. J'ai tourné la tête et j'ai regardé directement ma mère. Elle s'enfonçait dans son siège du premier rang, essayant d'éviter le contact visuel. Je me suis approché du bord de l'autel. Il y a quelques mois, vous avez donné une fête pour célébrer. Ai-je dit en gardant un ton parfaitement calme. J'ai tout suivi en direct grâce à la caméra de sécurité que j'ai installée dans votre salon. J'ai entendu absolument chaque mot. J'ai croisé le regard de mon père. Tu as levé ton verre de vin rouge. Ai-je poursuivi en récitant la phrase exacte gravée dans ma mémoire. À un changement de rythme bien mérité. Plus personne n'a à s'adapter à un emploi du temps de soins médicaux. J'ai tourné mon regard vers ma mère. Et tu as dit à tes amis, Bethany s'est portée volontaire pour la partie difficile. La cathédrale est tombée dans un silence de mort. Les membres du country club se sont écartés ostensiblement de mes parents, créant un vide physique dans les bancs. Plusieurs personnes ont secoué la tête avec dégoût. Mon père fixait le sol en marbre d'un air hébété. Ses mains tremblant visiblement le long de son corps. Ma mère s'est cachée tout le visage derrière son sac de créateur. J'ai plié le certificat d'adoption. Je l'ai remis en sécurité dans ma poche et j'ai remonté l'allée latérale, les laissant plantés là. Totalement seul devant la foule humiliée. Quelques semaines après la fin de la cérémonie funéraire. Le tribunal des successions du comté a rendu sa décision juridique officielle et définitive. Concernant la succession. Maître Georges m'a contacté tôt mardi matin, me confirmant que tous les obstacles successoraux avaient été franchis avec succès. Armé de l'ordonnance d'expulsion officielle du tribunal. Les forces de l'ordre local sont intervenues rapidement. 2 adjoints du shérif du comté ont conduit leur patrouilleuse directement jusqu'à l'allée fermée du manoir résidentiel. Ils sont sortis de leur véhicule. Ont marché jusqu'à la porte d'entrée et ont signifié des avis d'expulsion formels à mon père et à ma mère. Les adjoints ont supervisé la procédure pendant que mes parents se précipitaient pour emballer leur affaires personnelles dans quelques cartons sous des contraintes de temps strictes. Ils étaient légalement tenus de libérer les lieux en quelques heures. Simultanément, Maître Georges a déposé des requêtes d'exécution formelle auprès des institutions financières détenant les comptes bancaires personnels de mes parents. Comme ils s'étaient trouvés en défaut de paiement total sur le billet à ordre, le tribunal a accordé une ordonnance immédiate de gel des avoirs et de saisie. Leurs comptes chèques principaux, leurs fonds d'entreprise de construction et leur portefeuille d'épargne secondaire ont été verrouillés par décision fédérale afin de rembourser la dette de $250 000 due à la succession. Chaque bien qu'ils avaient accumulé grâce à des manipulations financières a été systématiquement saisi et réorienté vers le compte de la succession. Alors que les procédures d'exécution légale se déroulaient, mon téléphone portable a sonné pendant que j'étais assise à mon bureau de travail. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant. Le numéro privé de mon père s'affichait. J'ai fait glisser l'écran pour accepter la communication et j'ai posé le téléphone à plat sur la surface du bureau en mode haut-parleur. Bethany. La voix de mon père a résonné dans le haut-parleur. Il semblait totalement brisé. L'arrogance pleine de confiance de la cathédrale avait complètement disparu. S'il te plaît, tu dois parler à l'avocat. La police vient de nous jeter hors de la maison. Ils ont bloqué tous nos comptes bancaires. Nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, aide-nous, ma fille. Nous sommes ta famille. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai montré aucune colère. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau. J'ai gardé les mains posées à plat sur le bureau en bois et je lui ai répondu avec une décision absolue. Tu ne fais pas partie de ma famille. Ai-je déclaré. J'ai tendu la main droite, j'ai appuyé sur le bouton rouge pour mettre fin à l'appel, coupant sa voix pour toujours. Sans attendre une deuxième tentative d'appel, j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone.
Sélectionner sa fiche de contact et appuyer sur le bouton de blocage. J'ai répété exactement la même procédure pour le numéro de ma mère. À partir de ce moment précis, leur lien numérique avec ma vie a été rompu à jamais. Le titre de propriété du manoir étant désormais sécurisé et les créances financières entièrement recouvrées. Je suis retourné au cabinet de Maître Georges pour finaliser les dernières responsabilités administratives. J'ai examiné et signé les documents fiscaux officiels de la succession, m'assurant que chaque obligation fédérale et d'État associée à l'héritage était complètement réglée auprès de l'administration fiscale. Fidèle aux valeurs personnelles de ma grand-mère concernant la protection des personnes âgées vulnérables, j'ai dirigé les fonds financiers restants vers une organisation caritative agréée de Philadelphie. J'ai rencontré le directeur exécutif d'une fondation régionale bien établie, dédiée au soutien des seniors isolés. J'ai signé les accords légaux de transfert officiels, consacrant l'intégralité de la somme de 850 000 $ provenant de la boîte en acajou à la construction et au financement opérationnel d'un tout nouvel établissement de soins résidentiels. La fondation a officiellement donné le nom de ma grand-mère à la nouvelle aile, honorant sa mémoire, sa résilience silencieuse et sa force inébranlable. Je suis sorti du siège de la fondation dans le centre-ville en fin d'après-midi. Le soleil d'hiver se couchait derrière la ligne d'horizon de la ville, projetant une chaude lumière dorée sur les trottoirs de Philadelphie. J'ai pris une profonde inspiration d'air frais. J'ai marché vers ma voiture et je suis reparti vers un avenir paisible et indépendant.